Bon alors, pour ou contre la réforme des retraites? Eh ben, contre. Pourquoi? Eh ben parce que Macron explosion. Explosion! Ok, bon, vieille ref, mais bonne ref, je laisse passer. Non mais plus concrètement, pourquoi contre? Bah j'en sais rien. Déjà parce qu'en vrai, il n'y a pas de déficit du régime des retraites, voilà. Alors, les anticipations, sous hypothèse, très nombreuses hypothèses, on y reviendra, du Conseil d'orientation des retraites indiquent l'inverse. Enfin, en quelque sorte, tu vas voir. Sur cette première figure, on voit le poids des pensions dans le PIB. Si le PIB progresse à hauteur de 0,7% par an, le corps anticipe que les pensions représenteront 14,7% du PIB d'ici 2070. 12,1% du PIB toujours d'ici 2070, sous hypothèse d'une hausse du PIB de 1,6% par an. Prenons le temps d'interpréter cette figure. Première chose, 14,7% du PIB dans les retraites, ça n'a rien d'incommensurable. Ce niveau a déjà été atteint. Mais même si ça n'avait pas été le cas, le choix d'allouer 14,7% de la richesse nationale aux retraites est purement politique. C'est un choix de société. Est-ce que l'on souhaite attribuer de 12,1 à 14,7% de la richesse nationale aux retraités? C'est la seule vraie question du débat sur les retraites. On crée 100 de richesse dans le pays, on enfile entre 12,1 et 14,7 aux vieux, qui nous ont quand même pas mal aidés à grandir, nous les plus jeunes. C'est la première idée, oui. Et la deuxième, défendue par un sociologue et économiste comme Bernard Friot, c'est que de toute manière, le PIB n'est jamais qu'un indicateur de richesse marchande. Certes, les retraités ne sont plus employés par des entreprises. De là à dire qu'ils ne travaillent pas, ça dépend ce qu'on entend par travailler. Garder les petits-enfants, organiser des repas de famille, être une oreille attentive aux différents problèmes de la vie, s'impliquer dans des associations, est-ce que c'est pas là une forme de participation active à la création de richesses non comptabilisée par le PIB? Toi, t'as eu de bonnes relations avec tes grands-parents, non? Quoi, toi? Bah pas forcément, mais tout le monde n'est pas dans ce cas-là. Mais ok, je vois l'idée, tu leur files 14% parce qu'ils ont beaucoup fait dans le passé et aussi parce qu'ils continuent de faire à leur manière. Ce qui nous amène au dernier élément. Le débat actuel porte sur le potentiel déficit de l'agrégation des régimes de retraite. Des cotisations sont prélevées sur les salaires, les revenus du capital et les retraites elles-mêmes. Cela forme les recettes des régimes de retraite. Et des pensions sont ensuite versées. Si jamais les recettes dépassent les pensions, eh bien, les régimes placent le surplus sur les marchés financiers. Si jamais c'est l'inverse, le déficit est comblé par le budget de l'État. Ok, première pause, il va y en avoir plusieurs, désolé. Quand les caisses de retraite n'ont pas assez de recettes, l'État ne comble pas nécessairement le manque. Les caisses ont des réserves, elles peuvent piocher dedans s'il y a assez. Il y a un point sur le montant de ces réserves à la fin de la vidéo. Les caisses de retraite peuvent aussi s'endetter sur les marchés financiers comme le ferait l'État ou n'importe quelle entreprise qui aurait un trou de trésorerie. Enfin, il n'est pas exclu non plus que l'État décide d'aider, temporairement ou de manière plus structurelle, une ou plusieurs caisses de retraite. On verra plus loin que c'est le cas pour la caisse des fonctionnaires et celle des régimes spéciaux. Il y a un enjeu majeur derrière cette volonté de l'État à engager son budget pour soutenir les retraites. C'est l'histoire des conventions EEC versus EPR. Ça arrive un peu plus loin dans la vidéo. Au final, l'histoire ne change pas tant que ça, peu importe là où on pioche pour combler le manque, il ne s'agit ni plus ni moins que d'une forme d'allocation de richesse comptable aux retraites. Le PIB est bien assez grand pour ça. Budget qui n'est rien de plus que la somme des impôts et des taxes prélevés par ce dernier sur les salaires, les bénéfices, les revenus du capital, les retraites, les dépenses de consommation, etc., auxquels il faut rajouter le déficit public, donc des fonds empruntés sur les marchés financiers, mélange donc de création monétaire par les banques et de recyclage de l'épargne. Mon point ici est le suivant, si les cotisations sociales ne suffisent pas, on n'a pas assez prélevé sur le PIB pour payer les retraites, eh bien c'est l'État qui prélève toujours sur le PIB, via différentes taxes ou via un déficit, ce qui manque. Donc quoi qu'il arrive, il n'y a aucune raison réelle de parler de déficit d'un régime de retraite par répartition. Si les cotisations sur le PIB ne suffisent pas, eh bien on passe à une autre forme d'allocation du PIB aux retraites. Dans tous les cas, les seules vraies questions sont quel pourcentage du PIB sommes-nous prêts à mettre pour que nos aînés puissent vivre et puis à qui allons-nous prélever ce pourcentage? Est-ce qu'on fait cotiser davantage certains revenus, ceux du capital ou ceux du travail? Ce sont les seules vraies questions qui importent. Ah, forcément. Que ça passe par les cotisations ou par le budget de l'État, au final, c'est le même pourcentage. La différence vient juste de l'endroit où on prend le PIB pour l'allouer aux retraités. Maintenant, les décisions politiques sont contraintes par certaines normes. Et ici, la norme dont il est question est de l'ordre de la bonne gestion comptable des retraites.
Certes, tant que le pourcentage du PIB alloué aux retraites est acceptable du point de vue de la population, l'État peut compenser autant qu'il le souhaite le manque de cotisation. Mais est-ce que ce serait pas mieux, est-ce que ce serait pas plus propre d'avoir des régimes de retraite à l'équilibre? C'est seulement dans ce nouveau cadre que la question du déficit des retraites se pose. Ne faudrait-il pas y avoir autant de cotisations que de pensions? Et c'est vrai que pour ce qui est de répondre à la question « à qui prélève-t-on le PIB pour l'allouer aux retraités ?», le fait d'avoir un régime de retraite par répartition à l'équilibre permet de répondre plus précisément. Comment ça? Que ce soit le budget de l'État ou la caisse de retraite, au final, c'est juste un prélèvement sur le PIB, comme on a dit, non? Oui, mais les prélèvements ne se font pas aux mêmes endroits. On peut se représenter la chose en se disant que tous les revenus de l'État tombent dans une grande tirelire dans laquelle toutes les pièces se mélangent. Pareil pour les caisses de retraite, c'est comme une grande tirelire. Sauf que les deux tirelires ne sont pas alimentées de la même manière. Celle de l'État, c'est 40% TVA, les consommateurs, 20% impôts sur le revenu, les travailleurs, 13% déficit, épargne plus création monétaire, etc., etc. Les caisses de retraite, c'est très différent. Pour elles, ce sont 89,8% de cotisations prélevées sur les salaires, payés par les travailleurs et leurs employeurs, 4,1% de revenus du capital, dividendes, plus-value financière, loyers perçus, etc. 3,4% de retraite, alors là, c'est les retraités qui contribuent à leur propre régime, donc c'est une baisse des revenus pour eux, et 2,7% qui vient des consommateurs. Ok. Donc par exemple, plus on connecte les tirelires de l'État aux retraites, plus on fait payer les consommateurs, parce que la TVA est importante dans les revenus de l'État. Alors que si on connecte les retraites sur les caisses de retraite, bah là, ce sont plus les travailleurs et les entreprises qui participent. Oui, tout à fait. Ok, j'ai compris. Donc la question du déficit des retraites ne signifie pas qu'on manquerait d'argent ou de richesse à allouer aux retraités. Elle signifie en revanche que le budget de l'État prend le relais dans l'allocation. Si on pense que ce budget de l'État ne devrait pas être connecté aux retraites, parce que par exemple on préfère que ce soit les revenus du travail et du capital plutôt qu'une taxe sur la consommation qui soit redirigée vers les retraites, alors le déficit est un problème. Et à ce moment-là, il y a deux grands leviers pour le résoudre. Soit on considère que le problème vient d'un manque de recettes et il faut trouver un moyen de les augmenter, soit on considère que le problème vient de trop grandes dépenses et là il faut trouver un moyen de les baisser. L'État propose de faire un mélange des deux, retarder l'âge de départ en retraite. À la fois, on baisse les dépenses puisque certaines personnes qui auraient dû s'arrêter de travailler continuent de le faire, et à la fois on augmente les recettes puisque ces mêmes personnes qui auraient dû s'arrêter continuent de s'acquitter de cotisations. Ah ouais, tiens. Effectivement, reculer l'âge de départ à la retraite, ça fait les deux à la fois. Bon, maintenant que le plus important est dit, plongeons un peu plus dans le détail. Le Conseil d'orientation des retraites, le COR, nous dit que les allocations de richesse aux retraités vont se stabiliser dans les années à venir. Même en partant sur le scénario le plus pessimiste, le COR estime que les retraites nécessiteront 15% du PIB en 2070. Comment est-ce que le COR tombe-t-il sur ce résultat? Il y a trois variables principales qui affectent le pourcentage de PIB alloué aux retraites. Premièrement, le combo âge de départ, espérance de vie. D'abord, l'âge de départ augmente mécaniquement à cause de l'action de réformes passées. Comme le montre ce graphique, on va graduellement s'en aller vers une retraite à 64 ans. Wait, quoi? Attends, je croyais que la réforme actuelle, c'est justement de décaler l'âge de départ à 64 ans. En fait, on y va déjà? Alors, il y a deux critères à respecter en France pour partir en retraite. Un, depuis la réforme Touraine de 2014, qui n'est entrée en vigueur qu'en 2020, on s'en va vers une durée de cotisation de 43 ans. Donc interdit de partir en retraite si carrière inférieure à 43 ans. Avant, c'était combien? Avant, c'était 40 ans. La réforme Touraine décale petit à petit la durée de cotisation de 40 à 43 ans. L'idée est la suivante, les personnes âgées de plus de 68 ans n'ont besoin d'avoir cotisé que 40 ans. En revanche, les personnes de moins de 50 ans devront nécessairement cotiser 43 ans. Pour les personnes qui sont entre ces deux âges, on a des durées de cotisation intermédiaires. Ok, donc, si j'ai 55 ans et que j'ai commencé à bosser à 18 ans, disons, je peux partir en retraite en 2028. Donc à 60 ans. Voilà, sauf qu'en fait, non. Critère numéro 2, il faut aussi avoir atteint l'âge légal. Peu importe la durée de cotisation, il faut avoir au moins 62 ans actuellement pour partir en retraite. Ah merde! Donc j'ai cotisé pendant le bon nombre d'années, mais en fait je dois encore me taper 2 ans de plus. Et avec la réforme, il te faudra même attendre 4 ans de plus puisque le gouvernement propose de décaler l'âge légal à 64 ans. Oh non, là, c'est exagéré là. Donc, la réforme Touraine, décalage vers 43 ans de cotisation, plus des jeunes qui entrent de plus en plus tard sur le marché du travail, égale un âge de départ en retraite qui recule.
D'où le graphique du corps. Actuellement, sans nouvelle réforme, on s'attend à ce qu'en moyenne, l'âge de départ s'en aille vers 64 ans. Le gouvernement propose d'augmenter encore davantage cet âge de départ moyen en faisant en sorte que l'âge minimum soit de 64 ans. Il propose aussi d'accélérer la réforme Touraine. Au lieu de ne toucher que les personnes de 50 ans et moins, les 43 ans de cotisation s'appliqueraient aussi aux personnes de 56 ans et moins. Ok, je vois. Donc effectivement, ouais, c'est clair, le gouvernement veut nous faire bosser plus longtemps. Bon alors, même sans la réforme que propose le gouvernement, on constate que l'âge de départ moyen tend déjà à reculer. Question, cela est-il synonyme de moins de retraités? Réponse, non, car le corps part sur une espérance de vie qui, en moyenne, devrait grimper de 4 ans d'ici à 2070. Des gens qui partent en retraite 2 ans plus tard, mais qui vivent 4 ans de plus, eh ben ça fait plus de retraités. Ah ok. Donc moins de retraités que si l'âge de départ moyen n'augmentait pas, mais au final plus de retraités quand même parce que l'espérance de vie augmente plus. Exact. Mais maintenant, il faut tenir compte de l'évolution de la natalité et des soldes migratoires. Comme tu peux le voir sur ce graphique, le corps part sur un ratio de jeunes divisé par anciens qui se stabilise petit à petit. On estime qu'en 2070, il y aura 1,5 actifs pour un retraité. Ok, donc en ce moment, les baby-boomers finissent de se barrer en retraite, mais dans 10 ans, on aura à peu près autant de départs d'anciens que d'entrées de jeunes sur le marché de l'emploi, donc le ratio stabilise à 1,5. Mais moi, j'ai vu un argument de Elon Musk, qui a mentionné un truc qui me semble assez logique. Est-ce que c'est pas intenable d'avoir que 1,5 actifs pour un retraité? Oula, alors si Elon Musk en parle, il y a quand même une chance sur deux que ce soit une belle connerie. Est-ce que c'est pas intenable d'avoir 0,01 paysans pour chaque mangeur de patates en France? On a 0,7 millions d'agriculteurs pour presque 68 millions de gens et on meurt pas de faim. Pourquoi? Parce que les agriculteurs sont très productifs. Peu importe le nombre d'actifs, ce qui compte c'est la quantité de richesse qu'ils et elles produisent. Ah bah oui, forcément, on retombe toujours là-dessus. On s'en fout du nombre d'actifs en fait. On s'en fout dans le sens où ce qui compte, c'est que les départs en retraite soient compensés soit par de nouveaux entrants sur le marché de l'emploi, soit par plus de productivité. Le poste n'a plus besoin d'être pourvu sans que pourtant la quantité de richesse produite ne diminue. Ce qui compte au final, c'est la part des retraites dans le PIB. Mais alors, pourquoi tu me montres ce ratio de jeunes sur anciens qui se stabilise là? Parce que je veux te montrer pourquoi les dépenses des retraites se stabilisent en pourcentage du PIB, voire même diminuent. Si tu cumules ratio de jeunes sur anciens qui se stabilise, plus productivité du travail qui augmente, chaque emploi crée plus de richesse. Alors forcément, le poids des retraites dans le PIB, même si les retraités vivent plus vieux, peut tout à fait se stabiliser, voire diminuer. Ouais, ok. Dernier élément pour expliquer ça, les réformes déjà votées font perdre du pouvoir d'achat aux retraités. Leur pension exprimée en pourcentage du PIB diminue, on le voit sur ce graphique. Malgré des anciens qui vivent toujours plus vieux, le cumul de tous ces éléments, âge de départ qui tend vers 64 ans, stabilisation du ratio jeunes sur anciens avec anticipation de hausse de la productivité, plus pension en baisse, fait que même dans un scénario de croissance molle, plus 0,7% de croissance par an, la part du PIB allouée aux retraités se stabilise. Et même avec des scénarios de croissance plus dynamiques, elle diminue. Ok, donc on n'est pas du tout dans un cadre d'augmentation massive des dépenses des retraites. En fait, même en étant plutôt pessimiste sur la croissance, la part de la richesse comptable, la part du PIB alloué aux retraités devrait se stabiliser. Voilà, c'est le premier point très important que je voulais mentionner. Mais alors d'où vient toute cette histoire de déficit des retraites? Eh bien, si ça vient pas des dépenses, c'est que ça vient des revenus. C'est le deuxième point. L'État a choisi de couper dans les cotisations sociales. Les réformes qu'il a lui-même mises en place font chuter les revenus des régimes de retraite. En conséquence, l'équilibre de l'ensemble pèse de plus en plus sur son propre budget. Comme il n'aime pas ça, il cherche à résoudre le problème en faisant reculer les dépenses de retraite. Comme on l'a vu, une façon de le faire, c'est de reculer l'âge de départ. Mais alors concrètement, comment est-ce que l'État fait reculer les revenus des caisses de retraite? Eh bien, le corps mentionne comme cause principale la rémunération des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers qui représentent 3 millions d'emplois en France, donc 10% des actifs. En gros, l'État choisit de plus en plus de les rémunérer via des primes, plutôt que via des hausses de salaire. Or, les primes sont moins soumises à cotisation que les salaires. Résultat, les recettes des caisses de retraite se détériorent. Alors, attention ici, je suis un peu light. Ce que je vais expliquer tient pour le manque de recettes pour les 5 prochaines années, donc jusqu'en 2027. Pour les 5 années qui suivent, ce sont des hypothèses de chômage qui drivent le manque de recettes.
J'en parle un peu plus loin, mais en gros, le corps retient une hypothèse de 4,5% de chômage jusqu'en 2027 parce que le gouvernement l'y oblige. Mais après ça, il ramène cette hypothèse à 7%, le taux de chômage actuel, ce qui crée un genre de crise économique artificielle dans le modèle. Ensuite, au-delà de 10 ans dans le futur, ce qui domine le manque potentiel de ressources, c'est l'utilisation de la convention EPR plutôt que EEC. Je vais expliquer exactement ce que c'est plus loin, mais en gros, c'est la volonté politique de l'État d'éviter à tout prix d'utiliser son budget pour compenser des cotisations trop faibles. Pour résumer, ce ne sont pas simplement des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers payés à coup de primes plutôt que de salaires qui expliquent le manque de recettes sur l'ensemble de la période. Ça, c'est vrai uniquement pour les 5 ans à venir. Pour les 5 ans qui suivent, ce sont principalement des hypothèses de chômage qui passent de 4,5 à 7% qui creusent le déficit. Et pour la suite, c'est surtout une volonté politique de ne pas allouer le budget de l'État aux retraites. Sérieux? Alors c'est vraiment l'État lui-même qui défonce les revenus des retraites? Il ne peut pas en être autrement, puisque c'est l'État qui décide des cotisations. Si elles sont insuffisantes, peu importe l'endroit où le manque se fait sentir, c'est forcément parce que l'État le décide, ou parce que le chômage augmente en tendance. Ah, chiotte, bordel, mais les bâtards quoi! Attention, on l'a déjà dit, tout ça c'est politique. D'un certain point de vue, il est tout à fait acceptable de penser que les Français devraient travailler plus vieux, qu'ils devraient toucher des pensions plus faibles, ou encore que les entreprises et les travailleurs ne devraient pas avoir à payer autant de cotisations. C'est une opinion politique comme une autre, une idéologie qui se défend. D'ailleurs, pour justifier cette pensée, on va souvent mettre en avant l'argument économique du coût du travail. Les cotisations sont fortes, donc les entreprises préfèrent embaucher dans d'autres pays plus compétitifs, donc on a plus de chômage et moins de croissance. Cet argument demeure néanmoins lui aussi très politique. On pourrait faire peser les cotisations sur les hauts salaires, sur les revenus du capital. L'impact sera alors très probablement plus faible sur l'emploi en général. Et puis, des retraités avec du pouvoir d'achat, ce sont des retraités qui consomment. S'il y a un marché, il y a un potentiel de développement économique. Bref, au final, on retombe sur... C'est quand même surtout des histoires d'opinion politique. Ouais, mais ce qui me saoule, c'est que justement, cette opinion n'est pas assumée. Le gouvernement ne dit pas vraiment ça. Il dit, il y a un trou dans les retraites, c'est pas tenable, faut travailler plus. C'est un discours complètement hypocrite et menteur. Il devrait dire ce que t'as dit là. On veut que les Français travaillent plus et que les actifs et les entreprises paient moins. Là au moins, ce serait honnête. Ah, c'est le jeu politique malheureusement. Bon alors, on va illustrer ce manque de revenus avec quelques graphiques. Ici, ce que je te montre, c'est le solde agrégé de l'ensemble des régimes de retraite exprimé en pourcentage du PIB. Donc, jusqu'en 2008, les recettes des différentes caisses font apparaître un excédent compris entre 0,3 et 0% du PIB. On exprime toujours les dépenses, les recettes ou le solde des retraites en pourcentage du PIB. Parce qu'encore une fois, la seule vraie question, c'est... Combien de pourcentage du PIB on est prêt à allouer aux anciens? Oui, c'est bon, je me rappelle. C'est important parce que les politiques vont essayer de parler en milliards pour faire peur. Mais cette communication n'a aucun sens. Le corps lui-même parle toujours en pourcentage du PIB. Donc bref, à partir de 2008, le déficit augmente jusqu'à atteindre 0,8% du PIB. Puis remonter, puis les cotisations non versées pendant le Covid, c'est l'État qui prend tout en charge, puis on est en positif depuis 2021, 2022 sera positif aussi. Et à partir de là, c'est le futur. On est parti sur les anticipations du corps. Et là, il y a deux scénarios différents, EPR et EEC, avec à chaque fois, comme tout à l'heure, 4 trajectoires de solde. Une trajectoire qui tient compte d'une croissance faible du PIB, en rouge, plus 0,7% par an, une trajectoire qui tient compte d'une croissance forte, en vert, 1,6% par an, et puis 2 trajectoires intermédiaires. Alors, que je comprenne bien, ça c'est le passé. Ici on était en excédent, plus de cotisations que de retraite à payer. Là c'était l'inverse, depuis 2021 on est dans le vert, mais... Le corps pense qu'on va repartir dans le rouge en 2024, et ce pendant plus ou moins longtemps en fonction de la trajectoire de croissance du PIB. C'est ça. Ok, mais donc en fait, ce qui compte réellement, c'est que la dépense totale dans le PIB n'explose pas. Elle devrait rester stable, voire même diminuer. Ici, ce qu'on montre, c'est simplement que les recettes ne vont pas suivre. Exactement, oui. Et alors du coup, il y a un scénario où les recettes ne suivent pas trop, EEC là. Ouais, alors, j'avais pas les yeux en face des trous quand j'ai écrit ça. Disons plutôt que dans le scénario EEC, il y a un trou momentané dans les recettes jusqu'en 2032. Sauf que de 2023 à 2027, le trou est creusé par la décision de payer les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers à coup de primes plutôt que de salaire. Décision politique totalement réversible. Et de 2027 à 2032, le problème, c'est la mini-crise économique que le corps est obligé de simuler pour passer de 4,5% de chômage, hypothèse voulue par le gouvernement, à 7% de chômage, hypothèse préférée par le corps parce que c'est le taux de chômage actuel. Donc voilà, en vrai,
EEC présente un trou passager lié à une volonté politique de payer des gens à coup de primes plutôt que de salaire et à un changement d'hypothèse. Et il y a un autre où elles suivent pas du tout, EPR. Et alors qu'est-ce qui se passe du coup? À quoi ça correspond ces deux scénarios? EPR signifie équilibre permanent des régimes, tandis que EEC correspond à effort de l'État constant. Ces deux conventions comptables illustrent deux possibilités d'intervention de l'État. Dans EPR, l'État fait le minimum légal. C'est la convention que le gouvernement choisit pour justifier sa réforme d'augmentation de l'âge de départ. Tandis que dans EEC, il maintient l'effort actuel. Ouais, alors voilà, forcément, non seulement tu parles pas de la dépense dans le PIB qui elle reste stable, voire même diminue, tu veux forcément parler de déficit pour faire peur aux gens, mais alors en plus tu prends le scénario avec le pire déficit. Et encore une fois, c'est le jeu politique. Alors, encore une petite interruption, l'État participe aux recettes des caisses de retraite de deux grandes manières. 1, il verse des cotisations en tant qu'employeur, et 2, il verse ce qu'on appelle des subventions d'équilibre. En gros, comme les régimes spéciaux et celui des fonctionnaires sont à la charge de l'État, si jamais les cotisations sont insuffisantes, l'État doit verser des subventions d'équilibre pour compenser. Depuis au moins 2004, ces subventions sont stables et représentent environ 2% du PIB chaque année. Ce qui signifie qu'en réalité, il y a un déficit supplémentaire des retraites depuis au moins 2004 et qui représente 2% du PIB. Ce déficit est localisé au niveau des pensions des fonctionnaires et des travailleurs des régimes spéciaux. Et l'État utilise son budget, donc des impôts, des taxes et ou du déficit public, pour le compenser. Sauf que le corps prévoit que le déficit des retraites va se délocaliser en quelque sorte. Des régimes spéciaux et de celui des fonctionnaires, il va passer du côté des employés du privé. Or, l'État n'est pas légalement contraint d'équilibrer le régime du privé. D'où la convention EPR. L'État diminuerait sa participation aux recettes des retraites parce que le déficit côté fonctionnaires et régimes spéciaux se résorbe. Le corps anticipe alors une contribution d'équilibre de l'État de l'ordre de 0,8% du PIB d'ici 2070, au lieu des 2% actuels. D'un autre côté, on pourrait très bien faire passer une loi obligeant l'État à équilibrer le régime du privé, ou à maintenir sa contribution actuelle de 2% du PIB pour n'importe quel régime qui en aurait besoin. C'est l'idée derrière la convention EEC. Elle considère que puisque l'État arrive à mettre 2% du PIB dans des subventions d'équilibre depuis 2004, pourquoi ne pourrait-il pas continuer de faire ça pour n'importe quel régime à l'avenir? Évidemment, le gouvernement se garde bien de parler de ça. Pour lui, l'idée c'est de récupérer du budget. S'il n'est pas légalement contraint d'équilibrer les autres régimes, et que celui des fonctionnaires retourne vers l'équilibre, alors ce sont des impôts, taxes et ou déficits publics qu'il peut allouer à autre chose que les retraites. Le grand débat serait alors de discuter de cette nouvelle allocation. Si ce n'est plus 2% mais 0,8% du PIB qui s'en va vers les retraites, via des subventions d'équilibre, que ferons-nous des 1,2% de PIB de budget ainsi libérés? Est-ce que le gouvernement va ouvrir des écoles et des hôpitaux? Est-ce qu'il va réduire le déficit ou la dette? Est-ce qu'il va baisser les impôts? Lesquels? Plutôt moins d'impôts sur le revenu ou moins d'impôts sur les sociétés? Et est-ce que cela vaut le coup? Sommes-nous prêts à travailler plus pour, peu importe ce que le gouvernement a prévu de faire avec ses 1,2% de PIB? On retombe encore et toujours sur la même conclusion. Tout ça est 100% politique. Donc, résumons. Les dépenses de retraite sont stables dans le pire des scénarios du corps, 14,7% du PIB en 2070, voire même ces dépenses prennent de moins en moins de place si le PIB croît à une vitesse supérieure à 0,7% par an. Cela dit, les recettes liées aux cotisations, elles, sont en baisse liée à des réformes décidées par le gouvernement. Conclusion, un déficit risque de se former et de venir peser sur le budget de l'État. Sauf que le gouvernement ne veut pas allouer une part de son budget à ce déficit, ni même contribuer aux retraites à hauteur du montant actuel. Également, il ne veut pas revenir en arrière, défaire des réformes qui ont mené à la situation actuelle. Il ne veut pas non plus augmenter les cotisations sociales, que ce soit sur les salaires ou sur les revenus du capital. Sa solution porte donc sur l'augmentation de l'âge de départ. Au lieu de clairement annoncer son agenda politique, il part sur un argumentaire mêlant émotion et technique. Si on veut préserver notre beau régime de retraite par répartition, #émotion, on n'a pas le choix, il faut augmenter l'âge de départ, #technique. Mais cet argument est fallacieux, on a le choix. Les dépenses de retraite ne sont absolument pas hors de contrôle. Pas mal, beau résumé. Bon, alors maintenant quelques remarques bonus. Le déficit anticipé par le corps dépend de nombreuses hypothèses. Les caisses de retraite ont des revenus d'un côté et des dépenses de l'autre. Côté revenus, on a essentiellement des cotisations sociales, tandis que de l'autre, on a les pensions à verser. Les revenus dépendent de l'activité économique du pays.
L'évolution du PIB, évolution du taux d'activité, est-ce qu'il va y avoir beaucoup de gens au chômage ou non? Productivité du travail, comment va évoluer la rémunération d'une heure de travail en moyenne? L'évolution du salaire minimum, celui des niveaux de cotisation, l'évolution de la durée du travail, plutôt des emplois à temps plein ou à temps partiel, l'évolution de la population aussi, les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, tandis que les plus anciens en sortent. Ah, et on a déjà mentionné ça, effectivement, ça fait quand même beaucoup de trucs en évolution à prévoir. Et puis côté pension inversée, on peut rajouter qu'il faut tenir compte de l'évolution de l'espérance de vie, de l'évolution des salaires, ainsi que de celle de l'inflation. Et puis il y a aussi l'évolution du niveau de la retraite minimale à intégrer dans les calculs. Comme tu l'as dit, ça fait beaucoup de variables à anticiper et il faudrait même rajouter les risques climatiques. On s'évertue à anticiper le poids des retraites dans le PIB d'ici à 2070, mais où serons-nous réellement en 2070 ? Est-ce que même 0,7% de croissance, le pire des scénarios du corps, c'est tenable dans une Europe qui vise la neutralité carbone en 2050 ? Qu'est-ce qui se passe pour l'espérance de vie, par exemple, si on rate cet objectif de neutralité carbone ? Oula, ah la vache, oui, effectivement, j'avais pas du tout réfléchi à tout ça. L'idée ici, c'est de bien garder à l'esprit que, 1. Dans un monde en pleine transformation, il est illusoire de penser que le pilotage des retraites se prévoit 50 ans à l'avance. On ne peut pas prédire tout ce qui va arriver, on navigue à vue. Rien ne dit qu'il ne faudra pas virer de bord demain matin. Et s'il faut le faire, on pourra discuter de la solution qui semble la plus acceptable. Également, deuxième point, les résultats des modèles sont déterminés par leurs hypothèses de départ. Le corps fait de son mieux avec ce dont il dispose, mais il n'a évidemment pas de boule de cristal. Dans son rapport de 2011 par exemple, voilà à quoi ressemblaient les anticipations sur le solde agrégé des différentes caisses de retraite. On voit qu'il y avait 10 scénarios qui se mettaient à diverger à partir de 2021. Maintenant, voilà comment a réellement évolué le solde des retraites. Et voilà les nouveaux scénarios du corps. Ah oui, ok, les retraites sont sorties bien mieux que prévu. Bon, l'idée n'est absolument pas de dire que le corps ne fait pas son travail, simplement que son travail est incroyablement complexe. Les scénarios du corps ne peuvent évidemment pas être une représentation fidèle de ce que l'avenir nous réserve. Mais alors, ça veut dire quoi? On navigue à vue et le corps fait de son mieux avec son modèle et ses hypothèses. Donc, quoi? On ne peut pas réformer le système de retraite en partant d'un scénario du corps? Eh bien, les scénarios d'un modèle te permettent de comprendre comment les variables interagissent entre elles. Mettons que l'objectif d'un gouvernement soit de favoriser la natalité dans le but d'équilibrer les régimes de retraite. Les scénarios du corps pourraient permettre de montrer en quoi cette politique pourrait être pertinente. Y a-t-il réellement un intérêt à mener une politique nataliste dans le but d'équilibrer les retraites? Et le modèle pourrait répondre quelque chose du genre « Alors attention, là j'invente, j'ai pas à ma disposition le modèle du corps pour le tripoter. » Oui, non, mais j'ai capté. Il pourrait répondre quoi? Il pourrait répondre, par exemple, tant que la politique nataliste n'impacte pas telle et telle variable de manière négative, disons par exemple pas d'impact négatif sur le taux de chômage ou sur la productivité du travail, alors oui, une augmentation de la natalité de X aurait un impact de Y sur les revenus des régimes. Ok, d'accord. Ouais, donc c'est un outil pour chercher à savoir quelles sont les variables importantes plutôt que pour réellement prédire l'avenir. Ou plutôt ça cherche à indiquer à quel point une réforme pourrait avoir un impact. C'est ça, les scénarios du corps ne disent absolument pas qu'il faille réformer, ni même à quoi devrait ressembler une réforme. Entre 2011 et 2020, les retraites n'étaient pas à l'équilibre. Comment le système a-t-il survécu? Eh bien, l'État a alloué une partie de son budget à cet équilibre. Alors, dernière pause, ici, je m'engage alors que j'ai pas l'info. Je ne sais pas si l'État a alloué une partie de son budget quand les retraites étaient en déséquilibre entre 2008 et 2018. C'est clairement pas impossible qu'il ait contribué chaque année un peu en fonction de la situation, faudrait creuser le sujet. Mais c'est clairement pas impossible non plus que les caisses aient utilisé des réserves ou de la dette. Ce qui est sûr, c'est que le système n'a pas implosé. Ce serait tout à fait possible de continuer de faire comme ça. Ou alors, on peut considérer que le système doit être autosuffisant. À ce moment-là, eh bien, il y a 3 options. On recule l'âge de départ à la retraite, ce que propose le gouvernement. 2, on réduit les pensions des retraités. Ou 3, on augmente les recettes du système. La technique nous informe sur les multiples options que seul le politique peut arbitrer. Ok, on en revient à la même conclusion que la vidéo précédente, quoi. C'est politique. Exactement, oui. Je rajoute un petit point technique supplémentaire pour enfoncer le clou de la dépendance aux hypothèses. Voilà à quoi ressemblent les scénarios du corps du point de vue du déficit du régime de retraite. Quelle que soit la convention choisie, EEC ou EPR, la situation se détériore jusqu'en 2024, puis on voit une stabilisation jusqu'en 2027, et puis soudain, c'est la dégringolade, le pire des scénarios s'en va vers les abysses, tandis que le meilleur s'en retourne vers l'équilibre à partir de 2032.
Ici, ce que le corps nous explique, c'est que la dégringolade à partir de 2032 est liée à des changements d'hypothèses. En gros, le corps doit utiliser les hypothèses de chômage du gouvernement pour les 5 années à venir avant de pouvoir utiliser les siennes. Quelles sont ces hypothèses? Eh bien, chômage actuel 7,3% selon l'INSEE, hypothèse du gouvernement 4,5%, hypothèse du corps 7%. Donc la situation se stabilise jusqu'en 2032 parce que le chômage est à 4,5%. Obligation d'utilisation des hypothèses du gouvernement. Mais elle se détériore fortement ensuite parce que la nécessité de raccrocher les wagons avec les hypothèses du corps. Le modèle simule un genre de crise économique pendant quelques années pour retomber à 7% de chômage. Ah ouais. Donc quoi, le plateau ici et le plongeon là, c'est les 4,5% de chômage qui passent à 7. Voilà. Le corps a fourni des données pour ces scénarios pour lesquels il a utilisé les hypothèses du chômage du gouvernement sur l'ensemble de la période projetée. Et voilà à quoi ça ressemble. On se rend compte que le retour à l'équilibre, selon l'hypothèse de croissance du PIB et la convention choisie, intervient 10 ans plus rapidement avec un chômage à 4,5% qu'avec un chômage à 7%. L'idée n'est pas de dire que l'hypothèse du gouvernement est mieux ou moins bien. L'idée, c'est simplement de te montrer comment le mouvement d'une variable, ici le taux de chômage anticipé, fait bouger les courbes. Et on n'a pas le scénario du corps avec les 7% de chômage qui se maintiennent pendant les 5 ans à venir et pendant tout le temps après? Non, malheureusement, on n'a pas ça. Ok. Bon, et alors moi j'avais une autre question. J'avais entendu dire aussi que le potentiel déficit des retraites n'était pas grave parce qu'il y avait des réserves. Genre certains régimes gagnent plus que ce qu'ils versent en pension et donc ils accumulent des réserves, des thunes quoi. Oui, tout à fait. Alors il y a 206 milliards d'euros de réserves. Ah, voilà, donc argument en plus en faveur de il n'y a pas besoin d'une réforme. Alors oui en un sens, mais non à l'heure actuelle. Chaque caisse de retraite peut faire des bénéfices ou des pertes. S'il y a des bénéfices, les caisses placent ça sur les marchés financiers. Si c'est des pertes, eh bien, on pioche dans les réserves ou c'est l'État qui comble le trou. Le corps fournit un tableau qui te montre quelles sont les réserves de chaque caisse avec le nombre de mois de prestations qui peuvent être assurés avec ces réserves. Tu vois que c'est pas du tout homogène. Le régime de la Banque de France peut tenir 30 ans sans revenus, mais il n'a que 15 milliards de côté. L'Agirc Arrco, complémentaire des employés du privé, a 86,5 milliards de réserves, mais ça ne peut tenir qu'un peu plus d'un an. Bref, il y a des réserves, mais elles ne sont pas fongibles. À l'heure actuelle, la caisse de la Banque de France ne peut pas venir en aide à celle de la MSA pour les agriculteurs, par exemple. Ah, mais ça pourrait être réformé. Oui, ça pourrait, tout est possible, mais c'est un tout autre sujet. Il faudrait discuter des pour et des contre. Ok, ouais, donc il y a des réserves, mais pas forcément réparties de manière à pouvoir éponger les déficits de là où ils viendront, quoi. C'est ça. Mais de toute manière, le déficit ne signifie pas qu'on manque de thunes pour payer les retraites. Oui, je me rappelle. Ce qui compte, c'est la part du PIB allouée aux retraites. #choix de société. Voilà, merci.